Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. De cette édition, l'ANC, parti historique au pouvoir en Afrique du Sud, a suspendu son secrétaire général Essa Magachoulé. Ce dernier est accusé de corruption. Les derniers 29 étudiants encore captifs sur un groupe de 39 enlevés le 11 mars dans leur université du nord-ouest du Nigeria ont été libérés. Et puis la jeune malienne ayant accouché de 9 bébés va bien, mais 5 nouveau-nés prématurés vont rester dans un service de réanimation pendant 2 à 3 mois du fait de leur faible poids. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. L'ANC, parti historique au pouvoir en Afrique du Sud, a suspendu son secrétaire général Essa Magachoulé, accusé de corruption. Sa suspension est un succès pour le président Cyril Ramaphosa, qui jouait gros sur ce dossier au sein d'un parti factionné. Le secrétaire général de l'ANC en Afrique du Sud a été suspendu temporairement jusqu'à l'issue finale de la procédure judiciaire à son encontre pour corruption, selon une lettre adressée à Magachoulé indiquant que cette décision serait dans le meilleur intérêt du parti. Mais Magachoulé, premier haut responsable du parti à être mis à l'écart dans le sillage de la nouvelle politique anti-corruption de l'ANC, a assuré qu'il n'irait nulle part. Au lieu de se retirer, il a sommé à son tour le président Cyril Ramaphosa de temporairement quitter ses fonctions, invoquant pour ce faire ses pouvoirs en tant que secrétaire général du parti. Fin mars, Essa Magachoulé, 61 ans, avait reçu un ultimatum de 30 jours pour se retirer après avoir été accusé de détournement de fonds publics alors qu'il était Premier ministre de l'État libre, une des 9 provinces d'Afrique du Sud. Le politicien a refusé de démissionner, contraignant le parti à le suspendre. C'est le premier signe vraiment fort que l'ANC est prêt à faire le ménage dans ses rangs. Il lui reste un sacré chemin à parcourir, mais c'est une condition préalable absolue pour s'attaquer à la corruption, s'est réjoui le directeur de l'ONG Corruption Watch. Une réunion lundi de la direction du parti a réaffirmé sa décision prise fin mars d'imposer à tout membre poursuivi pénalement pour corruption ou d'autres crimes graves de démissionner ou de s'exposer à une suspension. Actuellement en liberté sous caution, Essa sera jugé en août aux côtés d'une quinzaine de co-accusés pour avoir notamment volé de l'argent public mis de côté en 2014 pour désamianter les logements sociaux lorsqu'il était Premier ministre du Free State. Les derniers 29 étudiants encore captifs sur un groupe de 39 enlevés le 11 mars dernier dans leur université du nord-ouest du Nigeria ont été libérés. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi Samuel Arwan, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de l'État de Kaduna. Les étudiants sont arrivés au siège de la police de l'État de Kaduna après leur libération. Une trentaine d'étudiants kidnappés en mars par un commando lourdement armé dans le nord du Nigeria ont été libérés, s'est félicité mercredi. Le président nigérian, critiqué pour son incapacité à enrayer les attaques de bandes criminelles pratiquant les enlèvements de masse. Un premier groupe de 10 étudiants avait été retrouvé par les forces de sécurité dans les semaines suivant l'attaque de leur université, des faubourgs de la ville de Kaduna, un des nombreux kidnappings de masse menés par des gangs criminels dans des établissements scolaires et universitaires dans le nord-est du Nigeria ces derniers mois. Le commandement de la police de l'État de Kaduna a informé le gouvernement de l'État de la libération des derniers étudiants enlevés le 11 mars, a déclaré le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de l'État de Kaduna dans un communiqué. Le texte ne donne pas de détails sur les circonstances de la libération des étudiants ou sur leur état de santé. Depuis plusieurs mois, des bandes armées dont les membres sont localement appelés bandits se livrent à des kidnappings de masse dans des établissements scolaires et universitaires de zones rurales où quelques 730 enfants et adolescents ont été enlevés depuis le mois de décembre.
Ces attaques ont perturbé les études de plus de 5 millions d'enfants selon l'UNICEF. Les autorités nient payer la moindre rançon pour obtenir leur libération. Les familles des étudiants enlevés à Kaduna avaient manifesté à Abuja cette semaine pour réclamer leur libération. Le 20 avril, une vingtaine d'étudiants ont été à nouveau enlevés dans une université de l'État de Kaduna et un membre du personnel universitaire tué durant l'attaque. 5 des étudiants enlevés ont depuis été exécutés. L'armée nigériane a exprimé son soutien au président Muhammadu Buhari, critiqué de toutes parts pour son incapacité à endiguer l'insécurité dans le pays. Un journaliste français, Olivier Dubois, collaborateur de divers médias, a dit dans une vidéo circulant ce mercredi sur les réseaux sociaux avoir été enlevé début avril au Mali par des djihadistes affiliés à Al-Qaïda. Le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal, a confirmé la disparition au Mali du journaliste. Dans une brève vidéo d'une vingtaine de secondes, Olivier Dubois, journaliste français pour plusieurs médias au Mali, explique avoir été enlevé le 8 avril à Gao au nord par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GSIM, principale alliance djihadiste au Sahel liée à Al-Qaïda. Au Mali, depuis 2016, Olivier Dubois était en reportage à Gao, a tweeté le secrétaire général de Reporters sans frontières, Christophe Deloire. Le journaliste s'était rendu de sa propre initiative dans cette région du nord-est du Mali après avoir préparé, grâce à ses contacts, un entretien avec un dirigeant du groupe djihadiste. Il n'avait pas repris l'avion qui devait le ramener à Bamako 2 jours plus tard. RSF, Libération et d'autres rédactions rapidement au courant, tout comme ses proches et les autorités françaises, avaient pris la décision de ne pas rendre publique sa disparition afin de ne pas entraver une issue positive. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un journaliste aguerri qui connaît bien le Mali. Il travaille depuis plusieurs années. Donc c'est quand même un fin connaisseur de la région. Il a de très bonnes relations et de très bons réseaux sur place, des accès qui sont aussi privilégiés de par le fait qu'il y travaille depuis très longtemps. Et évidemment, compte tenu de la zone, plus les jours et les semaines ont passé concernant sa disparition, plus nos inquiétudes se sont renforcées et elles ne font qu'être confortées avec cette vidéo dans laquelle il affirme avoir été kidnappé le 8 avril. Avec évidemment la précaution de dire que cette vidéo pour l'instant n'a pas été authentifiée, on ne connaît pas encore la source exacte et que les autorités françaises continue à parler de disparition. Paris a réagi. Le porte-parole du gouvernement français a confirmé la disparition au Mali du journaliste Olivier Dubois et a adressé ses pensées à lui, à ses proches et à l'ensemble des rédactions avec lesquelles il a l'habitude de travailler. Ce journal se poursuit. Une jeune malienne a accouché de 9 bébés au Maroc. Originaire de Tombouctou, Halima Cissé avait été prise en charge à Bamako, puis transférée le 30 mars dernier au Maroc pour un meilleur suivi de cette grossesse hors norme. C'est un cas extrêmement rare. Des nonuplés nés d'une femme malienne au Maroc se rétablissent dans le service de soins intensifs néonatal d'un hôpital de Casablanca. La jeune malienne, ayant accouché de 9 bébés, va bien selon les autorités, mais ces nouveau-nés prématurés vont rester dans un service de réanimation pendant 2 à 3 mois du fait de leur faible poids. Les bébés resteront sous surveillance pendant 2 à 3 mois jusqu'à ce qu'ils aient atteint un poids mature, a dit le responsable de la clinique privée marocaine qui l'a assisté. La naissance multiple par césarienne des 9 bébés, 5 filles et 4 garçons pesant de 500 grammes à 1 kg, a été annoncé ce mardi par un communiqué du ministère malien de la Santé. Halima Cissé, une jeune femme de 25 ans originaire de Tombouctou, pensait attendre des septuplés en se fondant sur les échographies faites au Maroc et au Mali. Mais les médecins ont été surpris de voir qu'ils étaient 9 au final. Elle était à 25 semaines quand elle a été admise. Le staff médical est intervenu pour prolonger la grossesse avec une surveillance quotidienne jusqu'à 30 semaines, a précisé le professeur Youssef Alaoui, directeur médical de la clinique, sans pouvoir confirmer qu'il s'agissait là d'un record mondial. Le record mondial médicalement vérifié remonte à 2009, quand l'américaine Nadia Suleiman, depuis surnommée Octomom, a donné naissance à 8 enfants à l'âge de 33 ans.
L'Égypte et la Turquie en froid depuis une décennie sur fond notamment de tensions géopolitiques en Méditerranée orientale ont amorcé un réchauffement diplomatique qui s'annonce toutefois lent tant la méfiance entre les deux pays reste profonde, estime des experts. Une délégation du ministère turc des Affaires étrangères mène des pourparlers politiques de 2 jours avec des responsables égyptiens au Caire. Après plusieurs gestes d'ouverture ces derniers mois entre la Turquie et l'Égypte, une délégation du ministère turc des Affaires étrangères mène mercredi et jeudi des pourparlers politiques avec des responsables égyptiens au Caire, selon un communiqué officiel. Les deux parties reviennent de loin. Les relations s'étaient très fortement dégradées après la destitution en 2013 du premier président démocratiquement élu d'Égypte, Mohamed Morsi, issu des Frères musulmans et soutenu par la Turquie. Mais ces deux alliés des États-Unis qui subissent des pressions croissantes de Washington depuis le départ de Donald Trump cherchent désormais à apaiser les tensions avec leurs voisins dans une région qui a été ces dernières années le théâtre de vives luttes d'influence entre puissances régionales. Ankara avait annoncé à la mi-mars avoir établi ses premiers contacts diplomatiques avec le Caire depuis 2013, ajoutant qu'une délégation turque devait se rendre début mai en Égypte pour discuter d'une normalisation. Mais le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Choukri, avait alors répondu que les mots ne suffisaient pas pour le rétablissement de pleines relations. Les discussions au Caire doivent porter sur les mesures nécessaires à une normalisation des relations au niveau bilatéral et régional, a indiqué mardi le communiqué officiel égyptien. Après les soulèvements arabes en 2011, Istanbul est devenue la capitale des médias arabes critiques de leur gouvernement, notamment de médias égyptiens proches de la confrérie des Frères musulmans, interdite par le Caire en 2013. En tête des dossiers figure la Libye, pays déchiré depuis une décennie par les conflits et où la Turquie et l'Égypte soutiennent deux camps opposés. L'amorce de dégel avec le Caire coïncide aussi avec un apaisement en cours entre l'Égypte et le Qatar, principal allié de la Turquie dans la région. La baisse des tensions dans la région, avec notamment un désengagement dans les points chauds comme en Libye, bénéficierait à tout le monde, souligne à l'AFP Abdelkalek Abdallah, professeur de sciences politiques aux Émirats arabes unis. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. L'information continue sur Sika TV.